Si vous débutez dans le métier ou que vous arrivez dans une nouvelle école ou un nouveau niveau, vous vous demandez peut-être comment réussir à concilier autorité et bienveillance dans votre classe. Si vous vous questionnez sur la posture à adopter et les règles à mettre en place, alors cette vidéo peut vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'autorité et de discipline, car c'est une nécessité dans une classe comme dans la société. Pour vivre ensemble, il faut mettre en place des règles qui protègent les droits des élèves de travailler dans de bonnes conditions et qui protègent également le droit de l'enseignant de vivre sereinement son métier. J'ai toujours été très intéressée par ce sujet, j'en avais d'ailleurs fait mon sujet de mémoire, tant je trouvais passionnant d'observer la diversité des postures possibles pour un enseignant. Les règles de fonctionnement que l'on va instaurer et l'objectif que l'on va viser en termes de posture de l'enseignant sont très subjectifs et variables. Ils vont dépendre des élèves que l'on a en face de soi, qui peuvent être plus ou moins faciles, de l'atmosphère dans laquelle on aime travailler. On n'a pas tous besoin de silence ou au contraire, on peut ne pas aimer travailler dans le bruit, du comportement que l'on attend de ses élèves et de ce qui peut nous empêcher d'être épanouis dans nos classes. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'on ne peut pas se contenter d'appliquer un modèle. Il existe heureusement pour nous des tas de dispositifs à essayer jusqu'à ce qu'on finisse par trouver celui qui nous convient. Je ne peux ici que vous faire part de mon propre cheminement en espérant que cela pourra vous aider ou que cela vous rappellera votre propre parcours. La première chose à faire à mon avis est de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à ce que l'on souhaite. Pour cela, on pourra s'appuyer sur son expérience d'élève, sur les observations que l'on a pu faire en stage, ou alors sur ce que l'on sait du fonctionnement de ses collègues. Personnellement, je me suis d'abord demandé dans quelle atmosphère je souhaitais travailler. Il se trouve que je supporte très mal l'agitation et le bruit, ce qui peut paraître étonnant pour une enseignante. Je savais donc qu'il fallait que je réfléchisse soigneusement mon organisation pour que mes élèves puissent travailler dans le calme, sauf travaux de groupe évidemment. Mais ce n'est pas le cas de tous les enseignants. Certains adorent cette atmosphère de ruche avec des élèves qui échangent en permanence, et c'est très bien aussi. Ensuite, je sais que je déteste perdre du temps avec la discipline. Rappeler les règles, discuter, argumenter, sanctionner sont pour moi une tâche épuisante et frustrante. Il me fallait donc un dispositif ultra simple à mettre en place et également très facile à suivre par la suite. Alors j'ai testé différentes choses au fil des années, j'en ai gardé certaines et j'en ai écarté d'autres. Dès la rentrée, je commence par établir avec mes élèves les règles de vie indispensables au bon fonctionnement de la classe. Nous réfléchissons ensemble à leurs nécessités, nous établissons des sanctions qui nous paraissent justes, et c'est pour moi une étape absolument indispensable. Je le fais soigneusement tous les ans. Une fois ces règles validées, je ne laisse plus rien passer, surtout durant la première période, car je sais que je travaille pour ma sérénité future. J'ai déjà présenté mes règles de vie dans une vidéo sur les 5 erreurs à ne pas commettre à la rentrée. Je vous mets le lien juste ici. Durant plusieurs années, j'ai testé différents systèmes de gestion du comportement des élèves, certains fonctionnant avec des récompenses, d'autres pas. Je vais vous en énumérer quelques-uns ici, mais comme ils ne m'ont pas vraiment convenu, je ne m'étendrai pas forcément sur le sujet. J'ai commencé par tester le permis à points, qui accorde des droits ou qui supprime des privilèges, qui offre parfois des petits cadeaux, comme une image en fin de semaine quand on s'est bien comporté. Je peux vous dire que j'ai passé de nombreuses soirées à chercher sur internet des images, les imprimer, les découper, et avec le recul, je me dis mais quel gaspillage de temps et d'énergie que j'aurais pu occuper plus utilement. C'était également un petit peu lourd en gestion tout au long de la semaine de devoir compter ses points et après en faire un retour auprès des élèves. J'ai aussi testé la fleur du comportement, où on colorie les pétales de la fleur chaque jour de la semaine. Ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien en cycle 2, c'était simple, les parents avaient visuellement un retour, et je perdais un petit peu de temps chaque soir, mais ça fonctionnait pas mal.
J'ai aussi testé, plutôt avec les cycles 3, le zéro tolérance. Alors ça, c'est très efficace, mais alors par contre, ce n'était pas du tout le genre d'enseignante que je voulais être, et ça ne me satisfaisait pas de ce point de vue-là. A contrario, j'ai aussi testé le « je te laisse 3 chances ». Mais comme la plupart des élèves vont jusqu'au bout de la 3e chance, je finissais par perdre patience et par être beaucoup moins bienveillante, et ça non plus, ça ne me convenait pas. J'ai même testé des dispositifs numériques qui existent sur Internet, comme Classe Dojo, et qui permettent de créer sur une application un avatar pour chaque élève et de lui appliquer via un ordinateur ou son téléphone des bons points ou au contraire des avertissements. C'était rigolo, les enfants aimaient bien, mais moi ça ne m'a pas convenu parce que c'était vraiment trop lourd à gérer et au bout d'un moment, je finissais par abandonner le système. Bref, aucun de ces dispositifs ne me convenait. Trop contraignant, trop fatigant, trop chronophage. Et puis, j'ai eu une sorte de révélation qui a changé mon quotidien d'enseignante. En fait, les élèves sont agités, bavards, etc. lorsqu'ils ne sont pas en activité ou au contraire lorsqu'ils saturent d'une activité. Et pour moi, mais encore une fois, je ne prétends pas que ça fonctionne pour tout le monde, tout est une question d'organisation et de rythme. Et le fait de comprendre cela m'a permis de devenir l'enseignante que je voulais être. Bien sûr, je ne parle pas ici des cas très particuliers, comme des élèves que l'on qualifie de difficiles parce qu'ils sont en souffrance, à cause de problématiques familiales, de 10 ou de troubles avérés du comportement. Pour ces élèves-là, il faut mettre en place des dispositifs différents, spécifiques, comme des contrats hebdomadaires, des PPRE, des PAP, ou encore il faut solliciter une équipe éducative. Mais revenons aux dispositifs qui m'ont permis d'être plus épanouie en classe. Comme je vous le disais, j'ai pris conscience que mes journées se passaient mieux, et pour mes élèves aussi, lorsqu'elles étaient parfaitement organisées. Cela veut dire tout anticiper. Les photocopies, le matériel nécessaire à chaque activité, le timing, le calibrage des séances. Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort involontaire, car c'est dans ces moments-là que je perds mes élèves. La journée doit donc se dérouler de manière fluide. Pour ce qui est du rythme, cela veut dire réfléchir soigneusement son emploi du temps en amont, en privilégiant les séances courtes. En cycle 2, une vingtaine de minutes, en cycle 3, 30 à 45 minutes. Il faut aussi réfléchir l'alternance des dispositifs. On pourra par exemple mettre ses élèves en collectif, en individuel ou en groupe. On pourra leur proposer des activités orales sur ardoise, sur cahier. On pourra leur proposer un travail assis à un bureau, devant un ordinateur ou sur un coussin par terre. Bref, en jouant sur tous ces paramètres, on arrive à donner aux élèves le sentiment de ne pas s'ennuyer et que le temps passe très vite. En outre, comme mes élèves n'ont plus de casier à leur bureau ni de place attitrée puisque je fonctionne en classe flexible, dans la journée, ils changent plusieurs fois de place et de voisins et je trouve que cela contribue beaucoup à leur donner cette impression de rythme enlevé. Si ce sujet vous intéresse, d'ailleurs, je consacre une vidéo à mon fonctionnement en classe flexible et le lien s'affiche ici. Dans les transitions, c'est-à-dire dans les changements d'activité, je laisse toujours mes élèves souffler, bavarder, se déplacer pour ranger leur matériel. Ensuite, je lance le chronomètre de l'activité suivante, je sonne ma clochette et c'est le signal qu'il faut s'installer, se taire et se mettre au travail pour 30 minutes. Cette alternance entre moments de grande concentration et petit temps de liberté fonctionne plutôt bien, je trouve. Et voilà comment j'ai trouvé le fonctionnement qui me convient. Mais comme je le disais en début de vidéo, en fait c'est à chacun de faire son propre cheminement et de trouver son fonctionnement idéal. Il y a ceci dit des petites astuces qui permettent de mieux vivre ses journées. Je parle de mieux vivre car je pense qu'un enseignant peut vite se retrouver en souffrance s'il n'a pas le sentiment de bien gérer sa classe. Voici donc quelques petites astuces que j'ai testées et qui fonctionnent pour moi. Première astuce, je m'efforce de ne jamais crier. Si je dois élever la voix, je vais descendre dans les graves,
Je vais parler sèchement, très fermement, mais toujours dans le contrôle. Deuxième astuce, je n'hésite pas à stopper une activité en expliquant qu'il est impossible de poursuivre dans ces conditions et que tout le monde va mettre la tête dans les bras pour se calmer. Ou alors, je vais proposer un exercice de respiration, de relaxation. En cycle 2, il m'arrive souvent de proposer aux élèves une petite activité rythmique. Je frappe dans mes mains en suivant un certain rythme et ils doivent reproduire ce rythme. On fait cela pendant 5 minutes environ et ensuite on peut reprendre notre activité initiale car tout le monde s'est reconcentré. Troisième astuce qui marche très bien avec le cycle 3, je sors ostensiblement mon chronomètre et je le déclenche à la vue de tous sans dire un mot. Tout temps perdu sur les apprentissages doit être récupéré sur le temps de récréation. C'est très efficace car il y a toujours un élève pour s'en rendre compte et qui dira aux autres de se taire. Et en général, sur le chronomètre, on perd 20, 30, allez, 50 secondes de récréation, ce qui finalement n'est pas grand-chose. Quatrième astuce, je n'attends jamais qu'une situation devienne trop pénible. Si un élève bavarde trop ou s'agite, je le déplace immédiatement en lui rappelant que ses camarades ont le droit de travailler sereinement et que lui-même ne se trouve pas dans la meilleure posture pour bien travailler. Je lui précise que je vais le changer de place, non pas pour le punir, mais pour lui rendre service. J'ai toujours dans ma classe quelques places individuelles libres. J'y mets sans état d'âme les élèves qui sont incapables de travailler avec des voisins. Je suis contre le fait de faire subir à un enfant sage le voisinage d'un élève perturbateur juste pour avoir du calme en classe. Je réessaie régulièrement de le remettre en groupe, mais si cela ne fonctionne pas, il retourne seul. Cinquième astuce, et la dernière pour cette vidéo. Mes élèves n'ont droit qu'à un seul avertissement. À la seconde fois où ils commettent une infraction dans la même journée, la sanction est immédiatement appliquée. Cela peut paraître sévère, mais en réalité, je pense qu'un cadre clairement établi, où l'on dit ce que l'on fait et où on fait ce qu'on a dit, est rassurant et juste pour tous les élèves. Cela a également le mérite de servir d'exemple pour les autres, et cela nous permet de travailler beaucoup plus sereinement, les élèves comme moi. Pour conclure cette vidéo, je dirais que comme tous les enseignants, j'ai certaines journées qui vont être formidables et d'autres un peu moins bien. Certains jours, je suis fatiguée et je suis donc moins tolérante. D'autres fois, ce sont les élèves qui sont plus agités, car ils sont fatigués en fin de période en particulier ou en fin de semaine, ou alors parce qu'il a plu et qu'ils n'ont pas pu se défouler. Mais globalement et objectivement, lorsqu'une journée se passe mal, c'est souvent parce que j'ai eu un couac dans mon organisation. Par exemple, j'ai mal calibré ma séance ou alors j'ai mal préparé mon matériel. Et je précise encore une fois que mon propos ne prenait pas en compte les élèves avec des troubles spécifiques, car ceux-ci ont besoin pour être sereins en classe que l'on adapte le travail et leur environnement. Parfois, quand ils sont en souffrance, on ne peut objectivement rien faire de plus et on se retrouve à subir la situation tout comme eux. Mais heureusement, ces cas sont rares. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des astuces à partager pour une gestion plus facile des élèves. Je suis sûre que vous avez vous aussi testé plein de choses différentes et qui peuvent être partagées ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de mes prochaines sorties vidéo. Vous m'aiderez ainsi à gagner en visibilité. À très bientôt dans une prochaine vidéo.